Mesdames et messieurs, bonsoir. La République du Congo a célébré les 65 ans de sa proclamation le 28 novembre 2023. Pour la deuxième fois et dorénavant, la célébration de la Journée de la République a été couplée au message du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Ce numéro de l'heure de vérité est consacré à ces deux événements jumelés, à savoir la proclamation de la République du Congo et le message du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, professeur Lucas Atondi, il est enseignant de lettres à l'université Mariengwabi et historien. Son Excellence Dieudonné Antoine Ngonga, il est ancien ambassadeur du Congo à l'OUA et aux États-Unis, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre des PTT, ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Bonsoir très chers invités et bienvenue à tous sur ce plateau. Merci madame. Merci madame. Pendant la colonisation, le Congo, alors protectorat français, était désigné territoire du Moyen Congo. Ce territoire sous contrôle français fut officiellement proclamé république à Pointe-Noire le 28 novembre 1958, soit 2 ans avant l'accession du pays à l'indépendance, le 15 août 1960. Je vous propose de suivre un récit de André Andélé rendu par Modeste Lenga. L'éveil politique des Congolais éclot dans les années 1940. Il est alimenté entre autres facteurs par l'affaiblissement de l'Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale et la création de l'Organisation des Nations Unies qui prône le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Du 30 janvier au 8 février 1944, Brazzaville, devenue capitale de la France libre, abrite l'historique conférence de Brazzaville, à l'issue de laquelle est envisagée l'intégration des peuples et des colonies dans la communauté française. Les Français d'Afrique équatoriale, avec Félix Eboué et de l'Armina en tête, arrêtent les vichistes de Boisson et Husson. C'est à Brazzaville que convergent les forces libres qui vont œuvrer et combattre pour la reconquête de la métropole. Avec l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne, une nouvelle ère s'ouvre à Brazzaville, qui devient capitale de la France libre le 24 octobre 1940. Sur le plan culturel, la période qui précède l'indépendance est marquée par la construction, parmi tant d'autres infrastructures, du stade Eboué, inauguré le 29 janvier 1944, et de la basilique Sainte-Anne du Congo, inaugurée le 1er novembre 1949. L'actuelle école de peinture de Poto-Poto est créée en 1952 par le français Pierre Lotz. Les originaires de l'Afrique équatoriale française et de l'Afrique occidentale française élisent pour la première fois leurs représentants à la Constituante le 21 novembre 1945. Jean-Félix Tshikaya du Parti progressiste congolais, en sigle PPC, est élu député de la circonscription du Moyen Congo-Gabon. Au Moyen Congo, la décennie qui va de 1946 à 1956 est dominée par les luttes politiques entre le Parti progressiste congolais de Jean-Félix Tshikaya, la section française de l'Internationale ouvrière, le mouvement socialiste africain Sifio-MSA de Jacques Opango et l'Union démocratique pour la défense des intérêts africains UDDA de Fulbert Yulu. On fait des élections, on fait des compétitions comme on le fait souvent et qui ont connu les malheurs que l'on connaît habituellement dans les partis, à savoir que quelquefois, je ne dis pas trahison, ce qu'on appelle quelquefois le non-respect des alliances, puisqu'il y a des députés qui quelquefois changeaient de camp et ça a créé beaucoup de problèmes. Ça s'est poursuivi d'ailleurs, même quand on arrive à l'indépendance. Avec des fortunes diverses, tous ces partis prennent part aux premières élections municipales du 23 novembre 1956 et aux élections à l'Assemblée législative du 31 mars 1957. Et à cette époque-là, Yulu et Opango se disputaient quelque chose. Nous, sourdement, on ne savait pas ce que c'était. Mais Yulu et Opango se disputaient la primauté du pouvoir. Nous ne savions pas encore que le pouvoir était une chose importante, mais nous étions contents d'être indépendants. Fulbert Yulu est élu maire de Brazzaville, Stéphane Tshitchele maire de Pointe-Noire. Jacques Opango, lui, devient Premier ministre. Le 15 mai 1957, ce dernier est élu vice-président du Conseil du gouvernement
encore présidée par la métropole. La loi cadre du 23 juin 1956 de Gaston Defferre consacre l'africanisation des cadres ainsi que le triomphe du collège unique et du suffrage universel. Je me suis rapidement rendu compte que donner l'autonomie, c'est-à-dire s'engager dans la voie qui conduisait à une indépendance pacifique, à l'ensemble des fédérations, Fédération de l'Afrique occidentale française ou Fédération de l'Afrique équatoriale française, serait une erreur. Car ces fédérations étaient une création de la France, une création artificielle. Ces pays n'étaient pas unis dans le cadre de ces fédérations avant que les Français n'arrivent. Et j'ai donc décidé de donner l'autonomie à chacun des pays séparément, mais de créer sur le plan économique des structures fédérales qui permettaient, sans les y obliger, à chacun des pays de se grouper avec d'autres pour mieux développer leur économie. En agissant ainsi, je respectais la liberté de chacun des peuples et la possibilité pour lui, s'il le souhaitait, de s'unir à d'autres. Ce qui est proposé, c'est que... Le 24 août 1956, dans un discours qu'il prononce au Stade Eboué, le général de Gaulle propose la constitution d'une communauté entre la France et les territoires d'outre-mer en reconnaissant le droit de ces derniers d'accéder à l'indépendance. Ce qui est proposé, c'est que la métropole et les territoires forment ensemble une communauté dans laquelle, je le répète, chacun aura le gouvernement libre et entier de lui-même, et dans lequel on mettra en commun un domaine qui est dans l'intérêt de tous et qui comprendra la défense, l'action extérieure, la politique économique, la direction de la justice et de l'enseignement et les communications lointaines. On dit, mais nous avons droit à l'indépendance. Mais certainement oui. D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. La métropole ne s'y opposera pas. Au référendum du 28 septembre 1958, la population du Moyen Congo se prononce à 99,15% en faveur du projet de constitution. La République du Congo est proclamée le 28 novembre 1958 à 11h30 à Pointe-Noire, alors capitale du Moyen Congo, Brazzaville demeurant capitale fédérale. Presque oubliée, la date du 28 novembre n'était pas assez connue des Congolais. Elle est sortie des oubliettes en 2010 quand le président Denis Sassou Nguesso inspira la loi numéro 18-2010 du 27 novembre 2010 instituant le 28 novembre comme date commémorative de la proclamation de la République du Congo. Depuis lors, le 28 novembre est célébré pour donner l'opportunité aux Congolais de magnifier les symboles de la République que sont notamment la devise, le drapeau et les armoiries. 28 novembre 1958, 28 novembre 2023, 65 années ont effectivement passé. Qu'après ces siècles d'esclavage et de colonisation, il y a eu des hauts et des bas. Cela est normal et on l'a vu dans tous les pays du monde, les peuples dans leur lutte, d'un siècle à l'autre. Certains sont parfois tombés, se sont relevés. Je crois qu'objectivement, nous devons tirer les enseignements. Mais l'essentiel est que les peuples aient leur destin entre leurs mains.
À l'occasion justement de la journée de la République, le président de la République a délivré devant le Parlement réuni en congrès son message sur l'état de la nation. Cet exercice obéit à l'article 94 de la Constitution du 15 octobre 2015 qui dispose, je cite, « Le président de la République adresse une fois par an un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. Il peut à tout moment adresser des messages à l'une ou l'autre chambre du Parlement. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat. » Fin des citations. Commençons donc par la proclamation de la République et par replacer l'événement dans son contexte originel. Brazzaville entre dans la grande histoire grâce à la conférence de Brazzaville tenue en 1944 au plus fort de la Seconde Guerre mondiale. Peut-on affirmer, très chers invités, que ce moment historique a eu un impact décisif sur la proclamation de la République du Congo 44 ans plus tard, c'est-à-dire le 28 novembre 1958, puisque c'est un secret de Polichinelle, la France avait un sentiment de gratitude à l'égard des colonies pour leur participation à la Deuxième Guerre mondiale et le général de Gaulle parlait déjà des colonies devant évoluer vers des autonomies. En bref, quelles ont été les circonstances dans lesquelles la République du Congo fut proclamée en 1958. Je vais commencer par vous, professeur. Bon, vous avez la date de 1958, qui est déjà un repère important dans l'histoire de la France et du Congo. De Gaulle a quitté les institutions après la libération en 1946 et est revenu aux affaires en mai 1958. Mais il y a des circonstances internes à la France qui ont permis ce comeback. Le problème, c'est qu'il y avait la guerre d'Algérie et qui faisait beaucoup de morts et les gens avaient besoin de lui. Il était la seule autorité à mettre fin à ce que c'était appelé la guerre civile et que les Algériens appelaient la guerre de libération nationale. Donc, quand De Gaulle entreprend sa tournée en Afrique pour parler de nouvelles institutions dont la constitution de la Ve République, il évoque également au Stade des Boués des changements en ce qui concerne le statut des colonies. Il parle de la communauté. Vous avez passé un extrait du général de Gaulle qui parle d'indépendance, si les gens le veulent bien. De Gaulle dit que l'indépendance, c'est comme la sécession. Et à la sécession, il enjoint les éléments de subversion, accointance donc avec les États socialistes, l'URSS et la Chine. C'est la raison pour laquelle, lorsque le référendum a lieu, les gens ont très peur. Parce que la sécession engageait la France à mettre ses militaires sur le terrain en Algérie et au Cameroun avec le parti appelé l'UPC. Donc, cette histoire d'indépendance finalement fait peur aux Congolais. Et quand le référendum a lieu, il y a 2133 voix de non de l'indépendance pour 343 000 oui. Donc, ils ont accepté la communauté. Il faut dire d'ailleurs, à propos de cette communauté, qu'elle n'a jamais existé. On avait prévu des institutions, mais ces institutions n'ont jamais fonctionné. De Gaulle est toujours très fort dans le bluff.
Quand il est allé en Algérie, il a vu s'agiter les gens de l'Algérie française. Du haut du balcon, il a dit « Je vous ai compris ». Les gens ont cru qu'il appuyait n'est-ce pas, leur position alors que c'était faux. Donc revenons à 58. À 58, donc cette histoire de république paraît d'ailleurs un peu bizarre. Parce qu'on n'a jamais vu une colonie passer de l'état de colonie à la république sans être indépendant, sans drapeau, sans hymne national. Et ceci s'est passé en 28. Ça fait partie des trouvailles du général de Gaulle. Mais en tous les cas, la République a été proclamée. Tous les partis politiques, de façon consensuelle, étaient d'accord. Donc, depuis 1958, nous sommes proclamés République, mais avec des insuffisances au niveau des institutions. Voilà ce que je voulais vous dire à ce propos. Je pense que son Excellence Nganga aura quelque chose à compléter. Mais je pense que ce qu'a dit mon ami Beka Saton Dimamonjo est assez éloquent. Je corrobore ce qu'il a dit. Et à ce propos, quelle a été donc la réaction de l'embryon de l'élite intellectuelle africaine à la conférence de Brazzaville et quels ont été les principaux acteurs de la proclamation de la République du Congo? Mais à l'époque, il faut le dire, tous les partis politiques, tous les intellectuels étaient pour, sauf certains étudiants qui étaient en France, comme les étudiants qui étaient militants de la FEANF, la Fédération des étudiants de l'Afrique noire en France. Ceux-là étaient pour l'indépendance totale, pas pour l'indépendance comme l'a proposé De Gaulle, parce que pour eux, c'était une indépendance entre guillemets qui ne nous apportait rien. Finalement, le vin étant tiré, il fallait le boire. Et on a accepté de marcher dans ce que De Gaulle avait proposé, cette indépendance dans la communauté. Mais au fond, qui n'a pas servi à la communauté proprement dite. Je voudrais, madame, apporter une petite information. Lorsque De Gaulle a fait ce discours au Stade des Boués pour proposer l'indépendance et la communauté franco-africaine, des étudiants de la FEANF, dont Lazare Matsokota, avec le docteur Miakanda, ont tenu une conférence de presse chez Feignon pour leur dire qu'il faut aller à l'indépendance, mais personne ne les a écoutés. Pourquoi? Parce que De Gaulle, quand il parle d'indépendance, il y ajoute, mais que ce serait la subversion. Ce serait la subversion. Or, la subversion à l'époque, c'est la guerre d'Algérie et le combat au Cameroun. Et ça fait peur aux gens. Donc, les gens ont pris la solution la plus adéquate, telle que l'avançait le général de Gaulle. Merci, professeur, pour ce complément. Alors, sachant qu'en 1946, une constitution est votée qui permet aux colonies d'évoluer vers une certaine forme d'autonomie avec la possibilité pour les pays colonisés de choisir leurs élus. Les élections pouvaient être organisées dans les territoires de l'ancien empire français. On parle également à cette époque de la naissance des partis politiques dans les colonies, mais au sein de l'empire français. Ce bouillonnement politique a créé un climat irrespirable juste après la proclamation de la République. Professeur, je vais m'adresser directement à vous. On accuse les enseignants, à tort ou à raison, de ne pas assez faire pour la valorisation du patrimoine historique. C'est pourquoi les jeunes générations perçoivent mal l'histoire du Congo aujourd'hui. Sinon, comment expliquez-vous le fait que la date du 28 novembre n'ait pas été assez connue des Congolais puisqu'elle n'est commémorée de manière faste qu'à partir de 2010? Je voudrais sur ce plan vous donner une information capitale. Nous sommes un pays qui n'a pas de livre d'histoire. C'est grave. C'est grave, mais ce livre-là existe. Ah, heureusement. À l'approche des 50 ans de l'indépendance du pays, on avait demandé au professeur Théophile Obenga
de réunir des experts de toutes spécialités et élaborer un ouvrage. Ils ont travaillé pendant des mois et ont sorti un ouvrage en 4 volumes, Histoire du Congo, qui a été édité par l'Harmattan. Cet ouvrage est introuvable. Pourquoi? Comme il avait été édité à compte d'auteur, on a sorti 50 ou 60 exemplaires qui ont été distribués à la tribune lors des cérémonies et le livre n'a jamais été tiré. Je crois savoir que le chef de l'État avait donné des instructions pour que le livre soit tiré et mis à la disposition du public. Le livre n'a jamais été tiré jusqu'à ce jour. Donc, si les Congolais ne savent pas, on pourrait peut-être interpeller le chef de l'État. Ceux qui ont participé à l'élaboration de ce livre ont quelques exemplaires. L'histoire du Congo a été publiée en 4 exemplaires. Il est disponible à l'Harmattan. Il suffit d'y mettre de l'argent et on tire l'ouvrage. Les enseignants, ils enseignent des contes vérités aux enfants, puisque le livre n'est pas présent. Et ça, c'est une occasion d'interpeller le chef de l'État pour que l'Harmattan tire ce livre d'histoire. Ce n'est pas possible qu'un pays puisse être sans histoire. Et chacun se met à inventer. On invente des choses. On est habitué ici à vivre dans la fausseté. On dit une chose qui n'est pas vraie et on la répercute et on multiplie des errements comme ça. Donc l'histoire... À vous les historiens de recadrer les choses, professeur. Écoutez, un livre d'histoire du Congo en 4 volumes, bon, il est disponible à l'Harmattan. Mais qui doit prendre la décision de mettre l'argent dedans pour que le livre d'histoire sorte? Ce n'est pas les historiens. Ça, c'est une responsabilité de l'État. Vous savez, vous interrogez aujourd'hui n'importe quel étudiant de l'université en lui demandant s'il a entendu parler de la conférence nationale. Il n'en a jamais entendu parler. C'est quand même curieux. On vit comme ça, sans repère officiel. Merci. Excellence, vous avez un complément à faire sur ce point? Nous, au niveau de l'école primaire, les CAS ne me contredira pas, on avait déjà des livrets d'histoire au temps de la colonisation sur le Congo, sur le moyen Congo à l'époque, sur le Bangichari, sur le Tchad et sur le Gabon. C'est dans ce livre d'histoire et de géographie que nous avons appris que le royaume qu'on appelle le royaume Bateke ne s'appelait pas royaume Bateke, c'était le royaume d'Anziko. D'Anziko. Et c'est dans ce livre que nous avons appris que les Bakongo sont venus de l'Angola pour se planter dans le pôle, qui est une terre Teke. Parce que les Teke vivent dans le pôle jusqu'à dans la Lefini là-bas. Donc on avait ces livres d'histoire qui nous apprenaient beaucoup de choses. On savait qu'il y avait le roi Makoko, le gouvernement était un tel. Aujourd'hui, si vous demandez quel est le dernier gouverneur de l'AF aux étudiants, ils ne le sauront pas. Demandez-leur seulement quel est le premier président de la République, ils ne le sauront pas. Mais il y a une chose que nous oublions parfois. Avant que la République ne soit proclamée, c'est le vice-président Opango qui était Premier ministre. Il y a eu ces désertions de certains gens qui sont allés s'affilier à tel par ou tel autre. C'était le président Opango qui était Premier ministre. L'abbé Fulbert Youlou était ministre de l'Agriculture, des Eaux et Forêts. Après, le président Youlou a été nommé Premier ministre suite à la défection à Pointe-Noire des militants du MCA, du PPC, parce qu'ils avaient appliqué la politique de la chaise vide. Elle n'est pas payante. Alors, le président de l'Assemblée était M. Christian Gel, un Mundélé, un Français, qui était de l'UDDIA, qui était de surcroît député de Kinkala. Mais quand il est arrivé dans la salle, il a dit, écoutez, le quorum est atteint, nous votons les lois. C'est comme ça que toutes les lois ont été votées, les lois créant la République. Donc il y a eu ces quelques erreurs, mais il faut le reconnaître. On peut apporter des précisions. Oui, professeur. Vous évoquez cette affaire de gouvernement. Opango n'était pas Premier ministre, il était vice-président du Conseil. Du Conseil, pardon, vice-président du Conseil. Voilà. Donc, l'équivalent du Premier ministre. Hein, il gérait le gouvernement. Il y avait 10 ministres
5 étaient UDDA et 5 étaient MSA. Ensuite, il y a eu une corruption de députés, un député de Mosenjo qui s'appelait Yambo. Yambo était un député MSA. Il est allé prendre part aux festivités du 14 juillet 1957 à Paris. Et quand il arrive là-bas, il veut en quelque sorte remporter tout Paris et tous les magasins à Brazzaville. Il demande de l'argent à son chef qui est au Pango pour acheter des costumes, acheter des voitures. L'autre dit, mais tu as reçu des frais de mission. Et ensuite, il est allé voir Youlou. Youlou l'a mené voir Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny lui donne de l'argent et lui dit, quand tu rentres, tu changes de bord. Et quand il vient, il dit, il n'est plus du tout MSA, il est à l'UDA. Et c'est cette voie supplémentaire qui change la majorité à Pointe-Noire. Et il y a des émeutes. Mais quand ils se réunissent le 28 au matin, c'est un consensus. Hein. La République, les drapeaux, tout ça, ça a été adopté de façon consensuelle. C'est-à-dire que dans l'après-midi, quand ils ont vu les tractations menées par Christian Gel pour placer Youlou à la place d'Opango, bon, il y a eu des bagarres. Je crois que chez Opango, jusqu'à présent, on doit trouver le micro que Opango avait arraché pour cogner sur la tête de Christian Gel. Et les députés du MSA ont vidé la salle et les autres ont profité pour élire Fulbert Youlou Premier ministre. Il a déplacé la capitale, l'ancien moyen Congo, à Brazzaville. Et comme auparavant, le haut-commissaire Yvon Bourges avait établi un calendrier pour tous les États de l'ancienne AIF, Assemblée nationale, les dates, etc. etc. C'est à ce moment-là que Opango et ses partisans demandent à Youlou d'organiser des élections au mois de mars. Youlou a refusé. Lorsque les gens sont allés à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas été reçus. Et ça a provoqué des émeutes qui se sont transformées en émeutes tribales, nord-sud. Il y a eu au moins 100 morts. Le gouvernement de Youlou n'avait pas d'armée. C'est l'armée française qui est intervenue 3 jours après pour mettre fin aux émeutes. Donc, la République est née par césarienne, si on peut dire, avec donc des problèmes. Bon, mais quel est le pays qui n'a pas eu de problème dans l'histoire? Il y en a toujours eu, hein. Mais les gens de l'époque, Opango, c'était un grand homme, comme Youlou. Ils ont trouvé des compromis, ils ont créé des gouvernements d'union, quoique Youlou ait fait quelque chose d'absolument terrible. Au lieu d'organiser les élections en mars 1959, il modifie la loi électorale, ramène les circonscriptions électorales de 6 à 9, et créer la constitution électorale du Poulou qui va de Mindouli jusqu'à Abala, avec 25 députés. À l'issue de l'élection, Opango se trouve réduit à 10 députés et Youlou à 51. Et ça a été comme ça jusqu'à la fin. Donc il y a eu des manœuvres, des combinaisons et tout ça. Mais ils ont trouvé une entente pour surmonter leurs difficultés. On faisait la tournée des régions. J'ai vu Youlou et Opango à Fort-Rossé. Et c'est à cette occasion que j'ai entendu Opango dire une vérité vraie. Nous n'avons jamais demandé l'indépendance. C'est le général de Gaulle qui nous l'a octroyé. Et c'était vrai.
Parce que le moyen Congo a voté pour 99% de oui, donc contre l'indépendance. Madame, je voudrais ajouter une chose dont on ne parle pas souvent. Tout à l'heure, mon ami Lekas a dit que le vice-président Jacques Opango et le président Yulu étaient des grands hommes. C'est vrai. Parce que quand il y a eu les événements de 59, je me rappelle, j'étais au CM2. Bon, on les a vus tous les deux sillonner la capitale de Brazzaville, les rues de Bakongo et de Poto, dans une voiture décapotable pour prêcher l'unité. C'était très important et significatif. Parce que cette guerre qui avait pris après une allure tribale ou tribaliste était plutôt des incidents entre les militants du MSA et de l'UDDA. Par exemple, à Bakongo, on a eu un grand militant d'Opango, M. André Bikoumou, qui était un grand entrepreneur, qui avait une menuiserie moderne. On a tout saccagé. De Moulayi, on a tout saccagé. Vous voyez, parce de Moulayi était à Mungali. Il était militant du MSA. Et vice-versa. Donc, ce qui s'est passé, il faut reconnaître que nos aînés, que j'appelais nos patriarches, Yulu Opango, ont été des grands hommes pour reconstruire l'unité nationale. Et quand en 1961, Yulu se présente aux élections présidentielles, il est le seul candidat, mais vous voyez Opango faire la campagne avec Yulu dans la Land Rover, sillonner le Congo, pour qu'on vote Yulu. C'est très fort ça. Ouais, ok, nous allons poursuivre. Alors, en 2023, donc cette année, la journée de la République est célébrée sur le thème « Civisme et pérennité de la République ». Que vous inspire en tout cas ce thème? Ce que je peux retenir, c'est que le président de la République a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Nous avons commencé une œuvre, mais qui n'est pas achevée. Rien n'est parfait. Pour dire qu'il y a la perfection. Et n'oublions pas que le Congo est un grand chantier. Il suffit qu'on y mette la volonté, puisque ça se dit, là il y a une volonté, il y a une route, pour que nous allions de l'avant. Mais malheureusement, madame, il faut le redire, notre pays, depuis un certain temps, sombre dans la politique politicienne. Et la politique empêche d'évoluer. Le président Massamba Deba, que vous n'avez pas connu, disait ceci: quand la politique empêche l'administration de tourner, le pays stagne. Aujourd'hui, tout est politique. Et au temps du président Fulbert Yulu, il y avait le service civique qui essayait d'encadrer tous ces jeunes à qui on a inculqué une bonne éducation civique. C'est de cette école qu'était sorti le ministre Oba Pounou, et Maxime Manchima, etc. Donc, il y avait cette école-là. On les formait, les gars. Et à l'école, on avait les cours de morale. Aujourd'hui, je ne sais pas si dans nos écoles, il y a des cours de morale. On nous disait tout en classe, quand tu arrivais le matin, le maître écrivait au tableau, question de morale. Quand vous vous trouvez en face d'une personne âgée, dans un bus, il faut lui céder la place. Il faut toujours saluer la personne. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des cours de morale d'instruction civique. Non, il y en a. Et deuxièmement, au temps de la GMNR, la GMNR a eu ses côtés négatifs, mais le côté positif, on n'aurait pas trouvé ces bébés noirs et les autres couleurs. Il y avait de l'ordre. Il n'y avait pas de jeunes qui traînaient dans les quartiers. On les envoyait à l'école. Il y avait des écoles de cours du soir. Et on avait créé, avec le concours de Monseigneur Batantou, les collèges populaires. Parce qu'à l'époque, pour aller en seconde, vous pouviez avoir le BPC, mais il fallait être admis en seconde, etc. Mais l'abbé Batantou, au temps de la jeunesse de la GMNR, a pu regrouper tous ces jeunes-là qui étaient intelligents, qui avaient leur CEP, mais qui n'étaient pas admis au concours d'entrée au lycée, pour parfaire leurs études. Et les jeunes étaient très encadrés. Ce n'était pas cette délinquance que nous voyons maintenant. Donc il y a des choses, je pense, qu'il faut faire au niveau de la jeunesse. Cette jeunesse-là est comme, on dit dans la Bible, est analogue à des brebis qui n'ont pas de berger, qui errent là. La jeunesse n'est pas encadrée. Et il faut que nous revenions à l'école publique.
Il y a trop d'écoles privées. L'école publique n'existe plus. Nous, on a connu les écoles publiques. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans les écoles primaires qui étaient privées. C'était l'école des curés, des protestants et des saludistes. Mais il y avait l'école publique qu'on appelait l'école laïque. Aujourd'hui, aller dans les écoles dites laïques, combien de gars sont là-bas? Maintenant, c'est les écoles privées qui poussent comme des champignons à tout coin de la rue. Je ne sais même pas qui contrôle le programme. Il faut qu'on remette l'ordre de l'État. C'est là où, justement, la pérennité de la République doit se faire voir. Et c'est là où on doit lutter contre l'incivisme. J'ai dit. Alors, hier, nous le disions, c'était le 28 novembre et la République du Congo a totalisé 65 ans. À l'occasion, le président de la République a fait un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Denis Sassou Nguesso affirme dès l'abord, je cite, « À la différence des éditions antérieures, nous avons décidé depuis l'année dernière de rendre avec plus de densité hommage à la République. Désormais, nous célébrons la journée de la République le 28 novembre de chaque année sur fond de messages consacrés à l'état de la nation. 65 ans après sa proclamation et en dépit de toutes les difficultés et embûches rencontrées, les institutions de la République demeurent stables et fonctionnent normalement. On écoute Denis Sassou Nguesso. À la différence des éditions antérieures, nous avons décidé, depuis l'année dernière, de rendre avec plus de densité hommage à la République. Désormais, nous célébrons la journée de la République le 28 novembre de chaque année sur fond de messages consacrés à l'état de la nation. 65 ans après sa proclamation et en dépit de toutes les difficultés et embûches rencontrées, les institutions de la République demeurent stables et fonctionnent normalement. La nation congolaise se structure et se consolide au fil des jours. Votre commentaire, professeur? Je voudrais faire quelques observations consécutives aux questions que vous avez abordées concernant le civisme et la République. La République, c'est un mot. Mais comment est-ce que je peux sentir la République chez moi, dans mon quartier, dans la préfecture? C'est là que se trouvent engagées les politiques de ce qu'on peut appeler la construction. Vous avez un débat souvent amorcé à l'Assemblée nationale sur la décentralisation. C'est-à-dire que les gens, dans leur structure, puissent parler de leurs problèmes, non seulement en discuter, trouver les solutions et les résoudre. Ces gens n'auront jamais reçu de crédit. Il n'y a pas de crédit pour la décentralisation. En dehors des salaires que l'on paye aux gens qui sont directeurs il n'y a pas d'argent. Dans ma jeunesse, on a connu des périodes, des régions qui étaient gérées par des préfets. C'est des gens formés. Il y a un ouvrage, si vous voulez, je voudrais vous le prêter, d'un certain Masno, qui fut commandant à Makwa, à Ouando et compagnie. Il vous donne l'expérience de son travail. Mais c'est édifiant. Il vous dit
comment il procède quand il arrive dans une région, dans un district. Il s'informe de la production agricole, de l'organisation et du fonctionnement des écoles. Mais est-ce que nous avons une idée du fonctionnement des écoles qui soit à l'intérieur du pays? Pas du tout. Mais donc, il faut y mettre réellement de la chair dans ces choses-là. Merci. Tout à l'heure, on a parlé des actes d'incivisme. Le président le déplore fortement. Je voudrais fustiger les actes de vandalisme perpétrés dans notre pays sur les infrastructures construites à grands frais. Le stade de la Concorde, l'université de Kintélé, le système d'éclairage du viaduc, etc., n'ont pas échappé à l'incivisme de certains compatriotes. Au moment où le monde s'emploie à instaurer un nouvel ordre international, notre pays est appelé à se placer à la hauteur des enjeux et des défis de son développement. Pour ce processus cumulatif de progrès et d'avancées significatives, qui ne peut être réalisé dans un contexte de destruction des édifices et autres ouvrages d'art. Seul le dévouement du citoyen pour la communauté nationale et l'abnégation pour le patrimoine commun peuvent encore faire prévaloir le respect de la chose publique. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qui justifie selon vous cette invite du président de la République? Le pays fait mal avec la débauche des jeunes, avec le banditisme des jeunes. Ces jeunes, dernièrement j'ai suivi à la télé, ils ont eu, permettez-moi l'expression, de toupet, d'aller justement voler les fils sur le pont du 15 août de la Corniche. Pourquoi faire? On a vu même des jeunes aller essayer d'arracher les pierres qui forment les parois de la Corniche. On a vu des jeunes qui finalement pensent que tout ce que l'État fait, c'est pour eux. Moi, je fréquente souvent la Corniche. L'allée était très bien fleurie. Maintenant, vous y allez, il n'y a plus rien. Ils viennent couper tout. Quand le président parle de ces actes d'inciviques, c'est ça. Mais il nous faut éduquer nos enfants. Tout d'abord, la responsabilité revient aux parents, revient aux directeurs d'école, aux enseignants, aux prêtres, aux pasteurs et autres. On a laissé la jeunesse voguer elle seule dans sa voie. La jeunesse me rappelle encore ce paquebot ou ce navire qui vogue en mer sans radar. Professeur, les infrastructures sont construites et derrière, il y a des actes d'incivisme qui viennent en fait réduire ces efforts des pouvoirs publics. Votre réaction? Je me souviens avoir recueilli cette information d'un haut dirigeant. Le stade de la réconciliation a coûté 695 milliards de francs CFA. Et je crois avoir suivi une émission à la télé des experts chinois qui sont allés faire le point et ont évalué à peu près à 15 milliards de francs les coûts de réparation. Mais ces infrastructures sont gardées, comme vous ici. Il y a des militaires, je n'ai pas besoin de dire à quel corps ils appartiennent, qui sont postés là, tout le monde les voit. Si on a cessé de sanctionner, c'est-à-dire de punir, évidemment, ça laisse la liberté aux gens de continuer
dans les mauvaises pratiques. C'est quand même terrible si on n'entre pas dans la politique de sanction, c'est-à-dire de punir. Mais à la maison, il y a des règles de conduite. Chez moi, j'ai piqué une crise la fois dernière parce que le dimanche, je regarde la cuisine, il y avait un tas d'assiettes sales comme ça. Je dis, bon, je sors, je reviens dans une demi-heure, tout le monde doit faire la vaisselle. Il ne faut pas croire que dans la maison, on doit spécialiser les filles pour faire la vaisselle et la cuisine, et les garçons non. J'ai demandé à mon petit-fils, mais maintenant comment tu fais? Il dit, j'ai appris maintenant à faire la cuisine. Mais quand la ménagère n'est pas là, comment vous faites pour manger? Il y a de la bouffe et vous ne vous débrouillez pas. Moi, j'ai un souvenir de ma mère. Elle est venue à Brazzaville parce que sa tante était malade. Elle me dit, tu restes à t'occuper des enfants, à leur faire la cuisine. Ça se passe dans les années 74, quand j'étais en pénitence dans mon village, interdit, n'est-ce pas, de me déplacer. Mais j'ai appris à faire la cuisine. J'ai fait la cuisine aux enfants. Mais comment se fait-il que cette organisation ne puisse pas s'exporter et se propager? Les enfants, ils ne font pas toujours des bêtises. Il y en a qui font des choses très bien. Moi, j'ai, dans ma famille, beaucoup de monde. Je suis allé au village pour nettoyer les cimetières. À ma grande surprise, on m'apprend que l'aîné de nos enfants était déjà au cimetière en train de nettoyer. Elle a pris cette initiative. Donc, la prise de conscience, c'est parfois non seulement faire la leçon une fois, deux fois, peut-être la quatrième fois, ça prend. Il faut donner des exemples. Les exemples viennent de l'emprise qu'on a, ce qu'on a imprimé comme habitude aux jeunes à la maison. L'école aussi a participé à ce genre de solution. Enfin, à l'école primaire, quand j'y étais, on disait « tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça ». À l'université où j'ai enseigné, bon, on peut dire aussi des choses. Une fois, j'ai donné un travail à faire. Un étudiant a pensé qu'il était plus intelligent que moi. Il ne sait pas que moi, je lis plus que lui. Il a pris un texte quelque part, il est venu me le soumettre comme devoir. Je lui ai mis 20 sur 20. Il dit, ah bon? Je dis, non, tu as 0. Voilà le texte que tu as pris. Quand c'est dit devant tout le monde comme ça, tout le monde se dit, ah, mais il est plus futé que nous, hein. Il peut nous coincer si on fait des choses de travers. Il faut donner les exemples de sa propre conduite. Si vous vous conduisez comme un malfrat, vous ne pouvez pas demander aux autres de pratiquer la vertu. Mais dans la République, il devait y avoir des règles. Le fonctionnaire qui est attaché à une fonction, il fait régner la discipline. Il dit aux gens d'être à l'heure. Lui-même arrive à l'heure. Il est le dernier à partir du boulot. Ben moi, j'ai vu parfois dans les bureaux des femmes se défiler avec des paquets de pagnes, vendre aux gens, des fruits et tout ça. Et on les laisse faire. Ça, c'est pas bon. Il faut avoir des bonnes pratiques. Donc, on est envahi par de mauvaises pratiques, par notre propre lacisme.
Mais des choses parfois qu'on ne tolère pas chez soi à la maison. Voilà ce que je veux dire. Alors, dernier point, le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a également insisté sur le maintien et le renforcement de la paix. Denis Sassou Nguesso. Je voudrais vous rappeler la place centrale qu'occupe la nécessité de consolider quotidiennement la paix. Je confirme que le Congo reste un îlot de paix et de stabilité, engagé avec détermination dans sa marche vers le développement. La paix reste un credo intangible pour le Congo. Nul n'a le droit de la mettre en péril. Et comme à l'accoutumée, j'y veillerai personnellement. Le chef de l'État vient de s'exprimer sur ce point. Congo, îlot de paix et de stabilité. Il y veillera personnellement sur plein d'autres points qu'il a évoqués dans cet extrait. Votre Excellence, quel est votre commentaire sur cet aspect du discours du président? Mais le chef de l'État est le père de la nation. C'est normal qu'il veille à la paix. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut reconnaître que depuis un certain temps, grâce à son action, la paix règne au Congo. Cette paix-là doit être pérenne. Pour qu'elle soit pérenne, il faut que tout le monde s'y mette. Parce que la paix est nécessaire. Sans paix, pas de développement. Quand le pays est en guerre, il y a des troubles. On n'a pas le temps de se concentrer sur ce que nous devons faire. Tout est focalisé sur la paix. C'est-à-dire tout est focalisé sur la lutte contre un tel et tel. Donc il faut maintenir la paix. Et là, je pense qu'il a raison. En tant que chef d'État, il doit veiller à la paix. Merci à vous d'être passé sur ce plateau de l'heure de vérité. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous étions avec Lekas Atondimo Monzo. Enfin, Dieudonné Antoine Nganga. En tout cas, merci pour tous ces éléments mis à la disposition de nos téléspectateurs. Voilà, c'est la fin. Merci à la forte implication du directeur général de la télévision nationale, André Andélé. Merci à toute l'équipe technique et l'ensemble de toutes ces personnes autour de la préparation et la réalisation de cette émission. Merci pour votre fidélité à nos programmes. À très bientôt. Merci.